bienvenue à une nouvelle leçon du troisième chapitre du cours pour programmeurs en Java intitulé Type de données. Alors avant d'entamer cette leçon, je vais encore faire un rappel sur ce que c'est qu'une programmation, sachant que pour pouvoir programmer, il faut savoir d'abord réserver des cases en mémoire, et puis bien sûr savoir utiliser et travailler entre ces cases en mémoire. Alors la réservation reste une chose très importante, donc c'est pour ça qu'on va voir au niveau de cette leçon les types de données qu'il y a avec leur déclaration et comment maintenant ça se passe au niveau de la mémoire. Et au niveau de la programmation qu'il y a entre ces cases mémoire, vous avez la possibilité de programmer vous-même ces programmes, comme vous êtes sur un langage qui est complètement orienté objet, vous pouvez trouver énormément de classes qui sont disponibles. Lorsque je dis classe, ça veut dire que c'est des applications qui ont été déjà faites sans vous soucier de la conception de ces applications-là et qui exécutent un petit peu de ce dont vous avez besoin. Alors tout de suite le menu de cette leçon-là. Type de données primitives. Le type référence. La conversion et contrôle des types. Les vecteurs dans Java. Alors, les types de données primitives, on les a déjà vus dans des leçons antérieures. Ce sont les types qu'on déclare, comme par exemple les entiers naturels, les floats, les chars, les booléens et ainsi de suite. Ce sont des types primitifs qui ne dépendent d'aucune classe. D'accord? Alors, les types références, ce sont les types qui font référence à une classe. D'accord, ou une instance d'une classe, ou des méthodes de classe, et ainsi de suite. Donc, on fait appel à des programmes qui sont déjà existants, ou des applications qui sont déjà existantes, pour pouvoir les exploiter au niveau de votre programme. La conversion et contrôle des types, donc on va voir là ici comment concaténer, c'est-à-dire comment faire la somme de deux chaînes de caractères par exemple. On va voir comment faire les incrémentations et les décrémentations. Et les vecteurs dans Java, donc les vecteurs pour les programmeurs qui ont déjà programmé avec d'anciennes versions, à savoir comme C, C++ et Visual Basic, les vecteurs, ce qu'on appelle les tableaux. Donc c'est les matrices que vous allez préparer pour pouvoir bien sûr emmagasiner vos données. Alors, type de données primitives. Alors, les types et la Java Virtual Machine. Alors maintenant, comme vous devez le savoir, lorsqu'on travaille avec Java, il y a lieu de prendre en considération deux choses très importantes. La première, c'est que au niveau de la déclaration, il y a des déclarations qui vont être faites pour le programme, mais il faut prendre en considération les déclarations qui allaient être prises en compte par la JVM, la Java Virtual Machine. Alors maintenant, la même déclaration qui est faite au niveau de votre programme, elle est transformée bien sûr à une autre déclaration sur la JVM pour pouvoir être compilée et plus tard interprétée. Alors, à la différence d'autres langages où la signification exacte des types dépend de la plateforme, la définition des types dans Java est univoque et provient de l'utilisation de la machine virtuelle. Alors effectivement, du fait que la compilation se fait avec la machine virtuelle et non pas avec la machine réelle avec laquelle vous allez travailler. Donc tout dépendra de la machine virtuelle. Donc vous ne dépendez plus de la plateforme sur laquelle vous travaillez. Alors les types primitifs. Alors les types primitifs, vous avez le byte. Donc c'est un type qui allait réserver 8 bits en mémoire. C'est-à-dire que lorsque vous allez déclarer un objet par exemple étant que byte par exemple, automatiquement au niveau de la mémoire sera réservé 8 bits effectivement pour cet objet-là. Lorsque vous déclarez cet objet en short, 16 bits seront réservés en mémoire pour cet objet-là. Lorsque vous les déclarez en ints, par exemple, 32 bits seront réservés. Lorsque vous les déclarez en long, 64 bits seront réservés. Alors maintenant, un bon programmeur, c'est un programmeur qui fait attention à sa mémoire, parce que la mémoire reste toujours limitée. Quoi qu'elle soit vraiment très grande, vous pouvez l'augmenter autant que vous voulez, mais si vous programmez très mal, vous pouvez rapidement arriver à une certaine saturation. C'est pour ça que c'est la différence qu'il y a entre un programme et un programme sur le marché. Il y a des programmes qui sont très rapides, donc qui gèrent très bien la mémoire. Il y a d'autres programmes qui sont moins rapides. Pourquoi? Parce qu'ils gèrent très mal la mémoire. Et gérer très mal la mémoire, ça veut dire que lorsque vous avez par exemple des objets à créer, vous les créez à tort et à travers, vous réservez des cases mémoire que vous n'allez pas utiliser. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'utiliser un compteur, au lieu d'utiliser un même compteur, au niveau de deux projets différents, vous utilisez deux compteurs différents, ça fait deux réservations et ainsi de suite.
Alors toujours est-il, un très bon programmeur, c'est quelqu'un qui sait très bien gérer sa mémoire et savoir conserver le maximum d'espace au niveau de la mémoire. Et qui dit bien sûr gérer bien sa mémoire, dit bien sûr avoir une rapidité au niveau de votre programme. Alors, char, là aussi, c'est un type primitif qui va réserver 16 bits. Float, 32 bits, donc c'est pour les réels. Double, 64 bits. Booléen, true or false. Alors, les opérateurs de comparaison, ils s'appliquent maintenant au type numérique. Lorsqu'il s'agit maintenant de faire des comparaisons entre des types numériques, il va falloir utiliser ce qu'on appelle des opérateurs de comparaison, à savoir le signe inférieur. Donc, pour faire une condition, si par exemple i est inférieur à faire ça, et ainsi de suite, inférieur ou égal, supérieur ou égal, et supérieur. Donc ça, ce sont les opérateurs de comparaison qui allaient vous permettre bien sûr de travailler avec les types qui restent numériques. Il s'applique à tous les types maintenant. C'est le signe différent et le signe double égal. Alors là, c'est la logique. Lorsqu'on veut par exemple faire une condition avec tous les types que vous voulez, non pas les types numériques. Si par exemple A est égal à une chaîne de caractères, on ne va pas écrire A est égal, on va écrire A double égal. Si A est différent de la chaîne de caractères, on va écrire le point d'exclamation suivi du signe égal. Là, ça veut dire que c'est le signe différent. Alors, les opérateurs entiers, vous avez les unaires, à savoir le plus et le moins. Vous avez les 4 opérations de base, l'addition, la soustraction, le produit ou la multiplication et la division. Vous avez le reste de la division entière. Alors là, au niveau des programmeurs, c'est très important pour, bien sûr, des petits programmes où on a besoin de savoir le reste d'une division. Il est pratiquement nécessaire d'avoir une commande ou un opérateur qui nous permette d'avoir le reste de la division. Là, c'est le pourcentage. L'incrémentation et la décrémentation. Alors, comme on l'a déjà vu au niveau de la leçon précédente, pour pouvoir incrémenter un compteur, qui dit un compteur dit une case mémoire, qui sera incrémentée de plus 1 ou décrémentée de moins 1. Alors, pour pouvoir l'incrémenter, on utilise les signes plus plus ou les signes moins moins dans le cas de la décrémentation. Les décalages, alors là, c'est pour pouvoir bien sûr manipuler les registres. Alors, vous avez des décalages 2 fois à gauche, c'est-à-dire 2 fois inférieur, 2 fois à droite, c'est 2 fois supérieur, 3 fois à droite, 3 fois supérieur. C'est pour pouvoir, bien sûr, décaler les bits. Lorsqu'il y a lieu d'insérer, par exemple, un bit au niveau d'une certaine position au niveau de votre registre, on utilise, bien sûr, les opérateurs à décalage. La logique bit à bit, là aussi, vous avez des signes qui allaient vous permettre de travailler avec une certaine logique, mais avec les bits. Vous avez le signe, par exemple, approximatif, le signe AND, le signe, bien sûr, séparation, ainsi que le signe chapeau. Alors, les opérateurs virgule flottantes. Là aussi, vous pouvez utiliser les opérateurs unaires, à savoir le plus et le moins. Les 4 opérations de base, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication ou le produit, et puis la division, pour le rapport, et le reste de la division avec bien sûr le signe pourcentage, ce qu'on appelle une division tronquée. L'incrémentation et décrémentation se fait aussi par les plus plus et moins moins. Alors les opérateurs booléens, vous avez le complément avec un point d'exclamation, vous avez la conjonction avec le double AND. Vous avez la disjonction, différent par exemple, ou si vous voulez, avec le de ce bar. Vous avez la comparaison, alors 2 signes égales, sinon point d'exclamation égal, c'est pour dire que c'est différent. Et vous avez le conditionnel avec des points d'interrogation suivis, bien sûr, avec 2 points. Et là, on va voir des exemples plus concrets au niveau d'autres exercices. Alors, le type préférence. Alors, au niveau du type préférence,
Comme je vous l'ai déjà expliqué, en principe, lorsqu'il y a lieu de réserver des cases mémoire pour pouvoir travailler, donc on utilise les types primitifs. Mais lorsqu'on a besoin d'utiliser, par exemple, des types qui sont déjà existants, alors on fait référence à des types qui sont déjà existants, c'est-à-dire qu'on fait référence à des méthodes qui appartiennent à certaines classes, et ainsi de suite. Donc on fait référence à des types. C'est pour ça qu'on les appelait un type à référence. On crée par exemple des tableaux. Le fait de créer un tableau, on fait référence à une création de vecteurs au niveau des classes bien définies. Alors, au niveau type référence, donc il y a les classes, donc on fait référence à des classes. Alors encore une fois, une classe c'est quoi? Une classe c'est des applications qui sont déjà prêtes pour nous. Ces applications-là, automatiquement, ils ont été préparées par des programmeurs auparavant et que vous pouvez vous-même vous le faire. Vous pouvez préparer une classe et pouvoir l'utiliser au niveau d'un autre programme. Le vecteur, alors le vecteur c'est les tableaux, c'est la matrice que vous allez préparer pour pouvoir emmagasiner des informations. Les interfaces au niveau type référence, donc faire appel à des interfaces, là aussi comme par exemple au niveau du fenêtrage et ainsi de suite. La référence nulle, parfois on en a besoin pour faire tel ou tel programme, on a besoin de conditions et de tester sur la référence qui reste nulle. Alors, une variable de type référence est une référence ou pointeur à un objet, c'est-à-dire une instance d'une classe ou un vecteur. C'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que, pourquoi on les appelle variables à référence? Parce que ce sont des variables qui font appel à des choses déjà existantes, c'est-à-dire à faire appel à une classe déjà existante, à des tableaux qui sont déjà existants, et ainsi de suite. On peut dire que le vrai type d'une référence est donné par sa classe ou interface, tout à fait normal. Si vous déclarez par exemple A une méthode d'une certaine classe, automatiquement le A, c'est une référence qui est donnée par la classe ou l'interface. Alors maintenant, la classe, effectivement, peut correspondre à plusieurs déclarations de variables avec des types primitifs. À ce moment-là, le A que vous avez déclaré tout à fait au début, donc il comprendra toute la déclaration que vous avez faite. La hiérarchie des classes. Alors, en principe, lorsque vous voulez créer, un objet, bien sûr, un objet en s'appuyant sur les références. Donc, un objet doit dépendre d'une classe ou une méthode d'une classe, mais toujours est-il, ça veut dire qu'on va trouver la méthode au niveau de la classe. Donc, un objet dépend de la classe. Alors, la classe, vous pouvez avoir des classes math, par exemple, la classe que vous pouvez créer vous-même, throwable, thread, par exemple, package, et vous avez la gestion des erreurs et des exceptions. Autrement dit, lorsqu'on veut créer un objet, et un objet bien sûr qui doit dépendre de classes existantes, alors cet objet, il va être déclaré en tant que classe, mais faudrait-il que le package qui contient cette classe soit appelé. Sinon, on peut l'appeler directement au niveau du programme là. Et bien sûr, une fois que vous avez appelé et vous avez déclaré votre objet, vous pouvez avoir des erreurs. Alors maintenant, si vous connaissez un petit peu les erreurs qu'il y a, vous pouvez créer ce qu'on appelle des exceptions pour ne pas faire planter la machine. Et là, c'est une chose qui est très forte au niveau de Java. Il vous donne la possibilité de créer des exceptions, c'est-à-dire lorsque, par exemple, vous avez une division par zéro ou une erreur, et que vous êtes conscient que vous pouvez avoir des erreurs au niveau de telle ou telle application, vous créez ce qu'on appelle des exceptions pour pouvoir ressortir avec un message d'erreur pour vous donner la possibilité de soit corriger le problème, soit enregistrer votre programme et ainsi de suite, mais ne pas planter votre machine. Alors, la classe Object, cette classe est la superclasse de toutes les classes. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est une classe qui regroupe un petit peu énormément d'autres classes et qui vous donne aussi la possibilité de créer d'autres classes et ainsi de suite. Donc, la classe Object, c'est pour ça qu'elle est appelée toutes les autres classes. C'est la superclasse de toutes les autres classes. Alors, c'est une variable de type objet qui peut contenir une référence à tout objet, qu'il s'agisse d'une instance, d'une classe ou d'un vecteur, c'est-à-dire un tableau. La classe string. Alors, contrairement à d'autres langages de programmation, au niveau de tous les autres langages de programmation, string reste une déclaration, c'est-à-dire un type primitif.
C'est-à-dire que lorsque vous faites une déclaration en integer, en réel, en booléen, tout ce que vous voulez. Mais lorsque vous avez besoin de déclarer une chaîne de caractères, vous la déclarez en type string. Au niveau de Java, string reste une classe. Donc, ce n'est pas une variable primitive, au contraire, c'est une variable à référence. Donc, lorsque vous voulez déclarer une variable de type string, ça veut dire que vous allez faire référence à une classe string qui existe déjà. Et cette classe string, bien sûr, elle est dotée de plusieurs méthodes qui vont vous être utiles au niveau de votre programmation. Alors, une instance de cette classe représente une séquence de caractères Unicode. Alors, la classe string, c'est un objet string à une valeur constante qui est immuable, c'est tout à fait normal. L'opérateur de concaténation plus crée de nouvelles instances de string. Alors, comme je vous ai expliqué lors de leçons précédentes, vous avez la possibilité de concaténer deux chaînes de caractères avec le signe plus. Sachant que le signe plus, bien sûr, n'ajoute aucun espace, vous pouvez concaténer entre deux chaînes de caractères et créer, bien sûr, une nouvelle instance de la classe string. Alors, on va voir maintenant les déclarations. Les types sont employés pour déclarer des variables locales, des variables membres de classe et des arguments de méthode. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, s'il s'agit maintenant de déclarer un objet comme type primitif, donc là il n'y a pas de problème, vous allez faire une variable locale, c'est-à-dire que vous allez faire une réservation en mémoire de ce type-là, de cet objet-là, et cette réservation prendra autant d'octets que si par exemple vous utilisez le int, vous déclarerez 32 octets, ces 32 octets vont être réservés en mémoire. Si vous utilisez par exemple un autre type, vous allez avoir un nombre bien précis d'octets qui allaient être réservés en mémoire, et ainsi de suite. Alors, les variables membres de classe, donc on va voir comment faire une déclaration de variables membres de classe, c'est-à-dire comment faire appel à une classe, sinon faire appel à une méthode d'une classe, et ainsi de suite, et les arguments de méthode. Alors, déclaration, les arguments de constructeur. Vous avez les résultats de méthode. Alors, les résultats de méthode, c'est tout à fait normal. Si, par exemple, vous avez une méthode mathématique, par exemple, cosinus, sinus, la racine carrée. Alors, lorsque vous appliquez une racine carrée pour un argument bien précis, ça veut dire que vous en attendez en retour un résultat. Donc, les résultats de méthode sont récupérables au niveau de variables, au niveau de votre mémoire. Paramètres de gestion d'exception. Alors là aussi, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'au niveau de votre programme Java, vous pouvez à tout moment vous pouvez pas être à l'abri de problèmes ou d'une erreur au niveau de votre programme. C'est-à-dire que votre programme peut planter à n'importe quel moment, causant des désagréments, à savoir planter le programme ou planter toute la machine qu'il faut redémarrer. Alors maintenant, tout en prenant en considération tous ces problèmes-là, vous avez la possibilité de gérer ce qu'on appelle des exceptions. C'est-à-dire en cas de ce problème-là, avant de pouvoir faire planter la machine, vous allez recevoir un message d'erreur qui allait vous permettre de sortir correctement de votre programme, de le sauvegarder et ainsi de pouvoir débloquer la situation. Alors, la syntaxe d'une déclaration de variable, type identificateur, c'est-à-dire que le type, par exemple, s'il s'agit d'un type integer, on écrit int et puis le nom de l'objet que vous avez. Donc, int a, point virgule. Ça veut dire que vous allez me réserver au niveau de la case de la mémoire 32 octets pour l'objet A. Donc c'est comme ça qu'on les déclare. Alors exemple, int compteur. Alors compteur, c'est le nom que vous avez donné. Vous pouvez appeler ça compteur, vous pouvez appeler ça toto, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais il est déclaré en int. Alors int, c'est ce qu'on appelle des types primitifs. Alors, pour déclarer les types primitifs, il suffit de le faire de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on avance d'abord le type, puis votre identificateur, qui reste votre objet. Alors maintenant, cette fois-ci, une variable référence se déclare ainsi. Lorsque vous avez besoin, par exemple, de faire une déclaration à une référence, via une référence, vous avez la référence que vous avez, ref A classe par exemple, et vous faites référence au nom de la classe. Si par exemple vous avez une classe bien précise qui est déjà prête, qui contient un programme que vous voulez réutiliser, ben vous déclarez la classe que vous voulez et vous la déclarez sous la classe qui est déjà existante. Alors,
type, par exemple, entre crochets, ref à vecteur, ça c'est pour les vecteurs et les tableaux. Nom de l'interface, ref à interface, donc ça c'est le nom, bien sûr, de l'objet que vous voulez créer, et ça c'est le nom, bien sûr, de l'interface qui existe déjà. Alors des exemples, random R, là c'est un type primitif. Random R, ça veut dire que vous avez la possibilité d'avoir des chiffres aléatoires qui vont être remplis au niveau de la case mémoire R. Double, valeur, ça veut dire que vous allez déclarer une variable qui s'appelle valeur en tant que variable double, c'est-à-dire qu'il va réserver un certain nombre d'octets au niveau de la mémoire qui vont recevoir bien sûr des chiffres qui sont réels. Comparable clé, là aussi c'est la même chose. On déclare une variable ou un objet clé. Alors le type, c'est le type comparable. Alors les opérateurs de référence, accès à une variable membre. Ben, à ce moment-là, on fait appel à la référence, ça peut être une classe, d'accord, ça peut être des arguments, ça peut être une méthode et le nom du champ que vous voulez. L'invocation d'une méthode, automatiquement, donc on fait référence à la classe, point la méthode avec bien sûr des accolades. Si par exemple on a besoin d'appeler la méthode SQRT, la racine carrée, donc on fait d'abord appel à la référence, c'est-à-dire la classe math.sqrt qui est la racine carrée, c'est la méthode, et entre parenthèses j'écris mon argument, c'est-à-dire la formule ou le chiffre que je voudrais calculer sa racine carrée. Alors, l'instance of, c'est un opérateur pour déterminer le type exact de l'objet, d'un objet n'importe lequel. Alors, on va prendre un exemple. Alors, on peut écrire if n instance of double. Alors, double D est égal à double N point virgule. Alors, automatiquement, vous voyez ici que un opérateur, l'instance F, reste un opérateur pour déterminer le type exact de l'objet. Et à ce moment-là, on le remet au niveau de la variable ou bien sûr de l'objet dès que vous avez. La comparaison, donc les opérateurs de référence, la comparaison. Si vous êtes amené maintenant à faire une comparaison entre deux chaînes de caractères, donc au lieu de la faire avec le signe égal, on la fait avec le double signe égal. Alors maintenant, s'il s'agit de tester sur le contraire du signe égal qui est la différence, automatiquement on le mentionne avec un point d'exclamation suivi du signe égal. Les conversions et contrôles de type. Alors, les conversions implicites, à chaque fois que la compilation s'attend à une donnée d'un certain type, et on en trouve un d'un type plus général, il le convertit automatiquement dans le type le plus approprié. Je vous donne un exemple très simple. Si par exemple, du moment que la machine virtuelle machine travaille avec du bytecode, alors par exemple, une chaîne de caractères sera reconvertie en char, par exemple, pour être normalisée au niveau de votre bytecode. Donc il y a toujours des conversions à faire avant de pouvoir passer, bien sûr, au niveau de l'exécution de votre programme. Il peut le faire sans aucune perte d'information. Tout dépend, parce qu'il y a deux sortes de conversions. On peut convertir, par exemple, un entier long, par exemple, on le convertit en int simple. Là, je pense qu'on ne perdra pas beaucoup d'informations. Mais le fait, bien sûr, de convertir un string, par exemple, en chiffre ou un chiffre en string, là, on risque de perdre quelques informations. Et là, il faut faire très important. Alors, exemple, vous avez ici int résultat et short addendum. Donc ce sont des déclarations de type simple qu'on vient de faire. On a créé un objet résultat. D'accord? Cet objet résultat, on lui est réservé 32 octets au niveau de la mémoire. On a réservé une autre variable, addendum par exemple, où on a réservé 16 bits au niveau de la mémoire. Alors maintenant, ce qui est lieu de faire, regardez, c'est que addendum reçoit 3 et résultat est égal à addendum plus 2.
Alors, addendum plus 2, puisque ça c'est int et ça c'est short, et puisque le résultat que vous avez ici, il est déclaré en int, il y a lieu de faire une conversion automatiquement de addendum en type integer, pour pouvoir bien sûr le faire sauvegarder au niveau de la case mémoire résultat. Alors, conversion explicite cette fois-ci. Dans les autres cas, la conversion doit être explicite. Vous avez un type plus l'expression. Alors, pour le faire, si la conversion est impossible, on lance une exception. Alors là, il faut le savoir. Lorsque vous faites une conversion, il faut toujours lancer un programme d'exception. Parce que vous êtes conscient en tant que programmeur que vous risquez de ne pas avoir un bon résultat, sinon une erreur. Alors vous êtes au courant que vous pouvez avoir une erreur, donc autant lancer une exception pour ne pas faire planter la machine dans le cas où il y a une erreur au niveau de votre programme. Exemple, vous avez une première variable ou un premier objet résultat qui sera déclaré en int. Vous avez une deuxième variable addendum qui sera déclarée en double, sachant que double c'est un réel. Alors maintenant, addendum est égal à 3,14, donc le pi. Et le résultat qui est ici, il est déclaré en int. Donc si le résultat est déclaré en int, il ne peut pas contenir une valeur qui est réelle, tout à fait normale. Alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc on écrit que le résultat est égal à 2 plus int de addendum. Donc le type de addendum, ça veut dire que nous voulons avoir int de addendum, la valeur entière de addendum. Alors si vous prenez la valeur entière de addendum, ça veut dire que vous prenez le chiffre 3 et tout ce qui est après la virgule sera ignoré. Automatiquement, le résultat contiendra le chiffre 2 plus le 3 ici, c'est la valeur entière de ce chiffre-là qui sera en 5. Et ça, c'est très important. Alors, les vecteurs, array dans Java, alors les vecteurs, comme je vous ai déjà expliqué, ce sont les tableaux. Alors, les tableaux sont les matrices. Alors, généralement, pour pouvoir organiser les données correctement au niveau de la mémoire, et pour vous éviter de faire plusieurs déclarations, il y a lieu de déclarer des tableaux avec des indices avec lesquels vous pouvez travailler, et là où vous pouvez emmagasiner, et puis en sortir les informations comme vous voulez et quand vous voulez. Alors, la déclaration. Alors, une référence à un vecteur dans Java se déclare ainsi. Le type et puis l'identificateur. Ça veut dire quoi le type? Nous voulons par exemple créer un tableau d'integer par exemple. Alors, un tableau d'integer, on va l'écrire ainsi. Alors, int, entre crochets, A. D'accord? Alors là, je déclare un tableau d'integer. Donc A, c'est le tableau d'integer. Alors maintenant, à l'intérieur de votre tableau, vous pouvez écrire 10 par exemple. Alors, si vous écrivez 10, par exemple, ça veut dire que vous allez déclarer un tableau de 10 cases qui va s'appeler A. Où cette première case sera A de 1, cette deuxième case sera A de 2, et ainsi de suite. Peut-être qu'il commencera à partir de 0, tout dépend de la déclaration que vous avez faite. Mais toujours est-il, avec ça, nous avons un tableau qui est très simple et qui peut éventuellement nous aider même au niveau du remplissage de ce tableau-là, en effectuant une boucle qui pourrait bien sûr effectuer ce travail-là. Exemple, par exemple, object, objet. Donc un tableau d'objets qui sera appelé objet. Alors la création, la zone de mémoire qui physiquement contient le vecteur est allouée ainsi. Double V est égal à new double de 100. Ça veut dire quoi? Nous voulons créer un tableau de double. Lorsqu'on appelle double, c'est un tableau de réel. Alors double ici, c'est une méthode que vous avez. Alors, je dirais une méthode, c'est pas une méthode qui appartient à une classe, mais c'est un type primitif. Mon V, c'est un new. C'est un new, ça veut dire un nouveau tableau de réel. Et ce tableau, donc les cases de son tableau seront de 100. Donc c'est un tableau de 100 places pour bien sûr pouvoir les allouer à l'objet V. Alors V est une référence à un vecteur de 100 doubles. C'est-à-dire que V, c'est le nom du tableau qui contient 100 cases mémoire qui peuvent contenir des doubles, c'est-à-dire des chiffres réels. Alors, les accès maintenant.
La composante IM d'un vecteur est indiquée ainsi. V de I. Alors V de I, ça donne référence à une case bien précise. V de 1, on fait référence à la première case. V de 100, on fait référence à la centième case. Exemple, V de 0 reçoit 3,14 and X est égal à V de 1 fois 3. Donc la première case du tableau va recevoir 3,14 et X va recevoir la deuxième case du tableau que multiplie par 3. Donc c'est comme ça qu'on fait référence aux cases d'un tableau ou d'un vecteur. Okay. Alors, ceci dit, cette leçon prend fin. Si vous avez besoin d'autres informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien Mednetio.